La paralysie cérébrale désigne tous les troubles du développement moteur et de la posture causés par des dommages cérébraux non progressifs des aires motrices lors du développement précoce. C'est le problème de santé physique le plus courant à l'enfance. Il touche environ un individu sur 400 au Canada. La paralysie cérébrale est un problème de santé irréversible qui n'est pas progressif, mais qui demande une prise en charge tout au long de la vie. Les facteurs de risque les plus fréquents de la paralysie cérébrale sont une naissance prématurée, donc avant 37 semaines, un faible poids à la naissance, donc moins de 2,5 kg, une infection intra-utérine, une mauvaise santé de la mère, de la consommation de drogue par la mère durant la grossesse ou un accouchement difficile. La paralysie cérébrale n'a pas de cause unique. Au contraire, plusieurs causes peuvent créer des dommages au cerveau. Les principales sont un AVC ischémique périnatal et la leucomalacie périventriculaire, qui survient surtout chez les bébés prématurés et qui consiste en un apport sanguin insuffisant au cerveau. Cette hypoxie cause la mort cellulaire des tissus autour des ventricules, ce qui crée des dommages à la substance blanche des voies descendantes des motoneurones supérieurs. Nous allons y revenir plus tard. Il est important de noter qu'il existe différents types de paralysie cérébrale dont les principaux sont spastiques, dyskinétiques, ataxiques ou mixtes. Cette capsule porte principalement sur la paralysie cérébrale de type hémiparésique spastique. Les impacts fonctionnels diffèrent grandement selon le type et le niveau de l'atteinte. Les niveaux d'atteinte de la paralysie cérébrale sont classifiés selon l'échelle MAX, où un enfant capable de manipuler les objets facilement et avec succès aurait un niveau 1, et un enfant qui aurait des habiletés sévèrement limitées pour performer des actions aurait un niveau 5. Il y aurait alors besoin d'une assistance totale pour toutes les tâches. Malgré plusieurs différences, les impacts fonctionnels les plus communs proviennent d'une déficience motrice, d'une altération du développement moteur et des troubles de la parole et de la déglutition. Pour ce qui est de la déficience motrice, la paralysie cérébrale se caractérise par des problèmes de mouvement, de coordination musculaire, de posture et de mobilité. Les personnes vivant avec cette pathologie présentent une faiblesse musculaire, une spasticité, des tremblements ou des difficultés à contrôler leurs mouvements. Cela a un impact sur leur capacité à saisir des objets et à effectuer leurs activités de la vie quotidienne et sur leur autonomie. La paralysie cérébrale est présente dès la naissance ou dans les mois qui suivent, ce qui entraîne des retards dans le développement moteur global et donc des difficultés à atteindre les étapes typiques du développement moteur global, comme s'asseoir, ramper ou marcher. Ces limitations peuvent affecter la capacité des enfants à participer aux activités sociales de jeu. Certains patients atteints de paralysie cérébrale peuvent présenter des troubles de la parole et de la déglutition en raison d'un manque de contrôle moteur. Cela peut se manifester par une articulation indistincte des mots, une parole lente ou saccadée, ou des difficultés à avaler les aliments et les liquides. Ces problèmes affectent la communication verbale et l'alimentation au quotidien. En plus des impacts fonctionnels mentionnés plus tôt, la paralysie cérébrale peut entraîner une accentuation des réflexes tendineux profonds, des contractures, des désalignements articulaires, une démarche en ciseaux et sur la pointe des pieds, une scoliose et des troubles vasculaires et respiratoires altérant l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne. Comme la paralysie cérébrale est causée par des lésions au cerveau, d'autres troubles non moteurs peuvent survenir, comme la déficience intellectuelle, l'épilepsie et des problèmes visuels et auditifs. La paralysie cérébrale spastique est caractérisée par l'atteinte de la voie corticospinale, c'est-à-dire la voie par laquelle les axones des motoneurones supérieurs, situés principalement dans le cortex moteur, descendent dans la moelle épinière pour envoyer des signaux aux motoneurones inférieurs. En effet, dans un système nerveux intact, les motoneurones supérieurs jouent un rôle dans la modulation des réflexes spinaux. Une lésion des motoneurones supérieurs provoquera donc une désinhibition de l'arc médulaire réflexe. Ainsi, lors de la réalisation d'un mouvement volontaire, l'absence d'inhibition des mouvements réflexes par les motoneurones supérieurs sur les motoneurones inférieurs expliquerait l'augmentation du tonus musculaire et des réflexes tendineux, donc la présence de spasticité chez l'enfant. Il est important de se rappeler que la majorité des neurones des voies corticospinales proviennent du cortex moteur M1. Le cortex moteur M1 contient une carte topographique représentant les muscles du corps, aussi connus sous le nom de l'homunculus de Penfield.
Il est donc possible, grâce à cet homonculus, de corréler l'emplacement de la lésion avec les parties du corps atteintes. Dans le cas d'une hémiparésie spastique, une lésion de la voie corticospinale au niveau des motoneurones supérieurs d'un seul hémisphère du cerveau entraînera une atteinte à l'ensemble des muscles contralatéraux à la lésion et se traduira par une faiblesse ou une spasticité. En effet, les fibres nerveuses croisent la ligne médiane au niveau des décussations des pyramides dans le bulbe rachidien pour traverser vers le côté opposé du système nerveux central. C'est en traversant la ligne médiane que les fibres rejoindront la corne ventrale contralatérale de la moelle épinière pour ensuite atteindre les muscles contralatéraux. Cette image est donc une IRM colorée du cerveau d'un enfant atteint de paralysie cérébrale hémiparésique spastique. On peut y voir les lésions corticales d'un seul hémisphère du cerveau, qui provoquera donc une hémiparésie contralatérale à la lésion. Pour la diplégie spastique, une lésion de la voie corticospinale au niveau des motoneurones supérieurs situés du côté médial des deux hémisphères du cerveau entraînera une atteinte principalement à la partie inférieure des deux côtés du corps. En se référant à la carte topographique du cortex moteur M1, le côté médial des hémisphères correspond au bas du corps, ce qui explique l'atteinte à ce niveau dans la diplégie spastique. Dans le cas d'une quadriplégie spastique, une lésion de la voie corticospinale au niveau de l'ensemble des motoneurones supérieurs des deux hémisphères causera une atteinte bilatérale des membres supérieurs et inférieurs. Toujours en se référant à l'image, comme l'ensemble des motoneurones supérieurs responsables de la mobilité des deux côtés du corps sont affectés, l'enfant atteint de ce type de paralysie cérébrale aura les deux membres supérieurs et membres inférieurs affectés. Certains traitements pharmacologiques peuvent aider les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. En effet, des injections de toxines botuliques, comme le Botox, dans les muscles permettent de normaliser le tonus musculaire et de prévenir les contractures. Pour diminuer la spasticité, il est aussi possible de recourir à des médicaments tels que les benzodiazépines, le baclofène, la tizanidine et le dantrolène. Une chirurgie orthopédique peut aussi être effectuée dans le but d'améliorer la motricité ou de réaligner les articulations par le biais de la rhizotomie dorsale sélective, de l'étirement ou du transfert de tendons. Les personnes vivant avec la paralysie cérébrale peuvent bénéficier de services d'ergothérapie. L'ergothérapeute évaluera l'environnement dans lequel le patient évolue pour identifier les obstacles potentiels et proposer des adaptations pour faciliter l'accès et la participation du patient à ses occupations. Il pourra conseiller l'utilisation d'aides à la mobilité, d'équipements ergonomiques ou de dispositifs d'assistance. L'ergothérapeute aidera les patients à développer les compétences nécessaires pour accomplir les activités de la vie quotidienne, telles que se nourrir, se laver, s'habiller et se déplacer de manière autonome. L'utilisation des techniques d'intervention basées sur l'occupation aide les patients à améliorer leur coordination motrice, leur dextérité et leur endurance afin de faciliter leur participation aux activités essentielles. Les deux approches principalement utilisées à l'enfance pour améliorer l'utilisation des mains et ainsi favoriser l'autonomie sont la thérapie bimanuelle intensive et la thérapie axée sur la contrainte. La thérapie bimanuelle intensive est utilisée pour aider les personnes avec la paralysie cérébrale à trouver des patrons de mouvement adaptés à leurs capacités en surutilisant leurs deux mains dans les tâches de la vie quotidienne et dans leurs occupations significatives. La thérapie par la contrainte vise à forcer les personnes avec la paralysie cérébrale hémiparésique à utiliser leurs membres atteints en empêchant l'utilisation du membre sain pendant la réadaptation et ainsi briser le cycle de non-utilisation du membre atteint. La spasticité est un symptôme courant de la paralysie cérébrale. Les ergothérapeutes peuvent faire des interventions pour gérer ces tensions musculaires, comme proposer des exercices de relaxation musculaire et prescrire et ajuster des orthèses ou des appareillages adaptifs, ce qui facilite le mouvement. En conclusion, il est important de comprendre que la paralysie cérébrale n'est pas une maladie unique découlant d'une seule cause, mais plutôt un terme utilisé pour regrouper toutes les lésions irréversibles non progressives au cerveau du fœtus ou du nourrisson, causant des troubles du mouvement et de la posture. Dans le cas de la paralysie de type hémiparésique spastique, les lésions se trouvent dans les régions motrices d'un seul hémicorps, donc affectent les motoneurones supérieurs de la voie corticospinale,
ce qui empêche la transmission des signaux électriques moteurs et diminue la capacité de la personne à utiliser les membres du côté contralatéral aux lésions. Les difficultés les plus importantes se trouvent au niveau de la coordination, de la spasticité et de la faiblesse musculaire, ce qui entrave l'autonomie de la personne à réaliser des tâches de la vie quotidienne. Les ergothérapeutes peuvent aider les personnes atteintes en adaptant l'environnement par des aides techniques ou de l'adaptation à domicile, ou en améliorant les capacités de la personne par de l'apprentissage de stratégies ou des thérapies motrices. Mais les méthodes et les données probantes sont en constante évolution, grâce entre autres à des chaires de recherche sur la paralysie cérébrale, comme celle que nous avons ici à l'Université Laval. Elles permettent de tester des nouvelles approches comme la réalité virtuelle et d'utiliser des nouveaux outils comme les IRM pour obtenir des images précises des cerveaux des enfants atteints de la paralysie cérébrale et ainsi mieux axer la réadaptation à leurs besoins.